Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, note souveraine et autonomisation économique des femmes. En premier, nous allons revenir sur cette dégradation par l'agence de notation Fitch Ratings de BBB- à BB+, ce qui implique donc que le Maroc a perdu son investment grade. Faut-il s'en inquiéter? Quels seraient les impacts directs mais aussi collatéraux d'une note souveraine abaissée? Le directeur général du spécialiste mondial de l'assurance crédit COFAS sera avec nous, COFAS Maroc bien sûr. Mehdi Halifi nous expliquera les tenants et aboutissants d'une telle décision sur la dette, sur les IDE, mais aussi sur l'économie globalement. Ensuite, nous enchaînerons avec la question de l'autonomisation économique des femmes au Maroc. Le Royaume vient d'adhérer à la coalition internationale dédiée à cette question. Que signifie cela? Quelles sont les forces, mais aussi les faiblesses du modèle marocain en termes d'inclusion de la femme dans la machine économique? Une entrepreneure, mais aussi présidente de l'association e-Africa Women et membre du réseau des experts du World Economic Forum sur les questions liées au genre dans la région MENA, Khadija Janati Idrissi sera avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. L'agence de notation new-yorkaise Fitch Ratings vient d'abaisser la note souveraine donc du Maroc qui passe de BBB- à BB+. Le Maroc perd ainsi son investment grade. Les explications dans ce papier signale Benani. C'est la première fois qu'une agence de notation financière américaine prive le Maroc de son investment grade. Fitch Ratings a baissé la note du Royaume de BBB- à BB+, avec perspective stable. Ce grade d'investissement lui permettait d'accéder facilement au financement en devises avec des taux d'intérêt très bas. Le Maroc descend ainsi dans la catégorie High Yields, obligations plus rentables mais beaucoup plus risquées. Cette dégradation, fait savoir l'agence de notation américaine, est due à l'impact de la pandémie sur l'économie marocaine ainsi que sur les finances publiques et extérieures. Dans son rapport, Fitch Ratings prévoit pour le Maroc une hausse du déficit budgétaire s'établissant à 7,9% du PIB en 2020 et 6,5% en 2021 contre 4,1% en 2019. Pour ce qui est des perspectives de croissance, les perturbations dues à la crise sanitaire et à une sécheresse de 2 ans entraîneront la contraction économique la plus forte jamais enregistrée, avec un PIB en baisse de 6,5%, estime l'agence de notation Fitch Ratings. Il est à noter que ces notations permettent d'apprécier le risque de solvabilité financière d'un État. C'est un indicateur déterminant dans le choix de la destination des investisseurs internationaux. Avec nous depuis Casablanca, Mehdi Halifi, directeur général de COFAS Maroc. Bonsoir Mehdi Halifi. Bonsoir Hassan, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Tout d'abord, alors, est-ce qu'il y a une raison valable pour d'abord s'alarmer par rapport à cette situation, par rapport à cette situation où le Maroc passe en catégorie spéculative? Tout d'abord, pour remettre un petit peu dans le contexte, aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui est un petit peu inédite, avec un choc d'offres et de demandes qui est jamais observé, même par rapport aux crises précédentes. On observe, on va projeter une récession mondiale de l'ordre de 5%. Donc le Maroc n'est pas le seul qui sera concerné. Ces agences de notation, en fait, elles ont comme but de mesurer la solvabilité des entreprises et des États par rapport à leur respect des engagements de la dette qui sera levée. Il y a un certain nombre d'États et d'entreprises qui ont été dégradés. Aujourd'hui, le cas du Maroc n'est pas problématique parce qu'il intervient dans une conjoncture qui est plus générale, où il y a eu un déclassement très important d'un certain nombre d'économies émergentes et développées. Et d'ailleurs, toujours dans ce sens, selon la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, le flux des IDE, donc des investissements directs étrangers, devrait enregistrer une baisse très importante. On parle d'aller jusqu'à 40% en moyenne mondiale en 2020, comparativement bien sûr à 2019. Et ce sont les économies développées qui seront le plus impactées, puisque les IDE devraient chuter, s'effondrer même de 75%. Donc ce sont les pays riches finalement qui vont être plus impactés que les pays en voie de développement. Et pourtant, est-ce que les notations y sont pour quelque chose ou c'est surtout cet effet de Covid?
En fait, c'est plutôt l'effet Covid aujourd'hui qu'on note, ne serait-ce aussi que ce soit par les agences de notation ou même par les notations que nous, on met de manière trimestrielle, parce que dans le cadre de notre activité aussi de scoring du risque d'impayé en fait, au niveau des entreprises et au niveau de l'État, en fait, on fait un scoring du risque pays qui est basé sur 5 indicateurs majeurs. En fait, on prend essentiellement les indicateurs de l'environnement des affaires dans le pays, donc tout ce qui est doing business. On prend également tout ce qui est en fait environnement macroéconomique du pays. Il y a les éléments politiques de stabilité dans le pays, aussi l'environnement bancaire et l'historique des transactions commerciales qu'on honore dans ces pays-là. Pour la majorité des pays aujourd'hui, elles ont été fortement déclassées par un certain nombre d'agences de notation, surtout par rapport aux piliers des indicateurs macroéconomiques. Parce qu'en fait, on est sur une contraction du PIB mondial qui n'est jamais observée, comme je l'ai indiqué au début, de l'ordre de 5%. Oui. Ces pays, que ce soit développés ou des économies émergentes, ont dû faire face à un choc jamais observé. Donc, pour relancer l'économie, il y a un certain nombre de mesures qui ont été entreprises. Donc, il y a un certain nombre d'endettements qui a été entrepris avec une contraction du PIB. Donc, forcément, ce ratio-là d'endettement, c'est détérioré légèrement, mais c'est vraiment sur un environnement qui est lié à la conjoncture. Car dans notre scoring du risque pays, également, on le fait de manière trimestrielle, juste pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Oui. Depuis le début de la crise, pour le deuxième trimestre et troisième trimestre, on a déclassé un peu plus de 76 pays dans le monde, ce qui représente un peu plus de 46% de l'échantillon en fait, des pays qu'on score de manière trimestrielle, qui est de l'ordre de 168 pays. Et le constat, il est généralisé. C'est-à-dire aujourd'hui, si on regarde les partenaires du Maroc, tous les partenaires du Maroc ont été déclassés par la plupart des agences de notation ou par les assureurs crédits. Donc, on est vraiment dans un environnement qui est conjoncturel. Ça ne concerne pas que le Maroc, d'accord ? Et le déclassement, il n'est pas pas très important parce qu'on a un déclassement d'un seul grade. C'est-à-dire pour nous, on score les États et les entreprises sur 8 grades, c'est le même cas des agences de notation. Donc, c'est un déclassement qui est léger par Fitch. Par contre, les autres agences de notation ont confirmé la note souveraine du Maroc. C'est-à-dire Moody's ou S&P, ils ont confirmé notre souveraineté. Absolument, absolument. Alors, oui, bon, je voudrais juste peut-être qu'on parle un peu plus concret et notamment par rapport aux entreprises, puisque bien sûr la COFAS Maroc s'intéresse aussi et surtout à la santé des entreprises et notamment dans le commerce. Est-ce que vous pensez qu'une dégradation aussi petite soit-elle comme celle de Fitch Ratings pourrait avoir un impact sur nos entreprises marocaines, nos PME et aussi sur l'attractivité d'investissement? À ce stade, on doit se poser la question par rapport à la capacité des entreprises et de l'État à être résilients et à prendre les mesures nécessaires pour se relever de cette pandémie mondiale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude, mais ce qui peut être inquiétant, c'est les entreprises qui montrent des signaux de fragilité ou qui n'ont pas en fait de mesures concrètes pour être résiliente et redémarrer l'activité. C'est-à-dire, juste pour donner un titre d'exemple, nous, dans notre activité, donc, on est amené à faire du scoring sur des entreprises marocaines pour mesurer leurs défauts de paiement. Et aujourd'hui, on n'en tient même pas compte des indicateurs financiers de 2019. On ne voit même pas les bilans 2019. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les perspectives. Et on est dans une approche prospective. Donc aujourd'hui, on leur demande leur capacité de résilience face à la crise. Est-ce qu'ils ont un carnet de commandes qui a repris pour les 6 prochains mois ? Est-ce qu'ils ont été impactés en termes d'approvisionnement ? Est-ce qu'ils ont eu des tensions de trésorerie avec leurs partenaires, soit fournisseurs ou clients ? Donc, c'est plutôt ça qui intéresse aujourd'hui les opérateurs économiques. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est redonner confiance aux agences de notation et aux opérateurs, aux partenaires économiques du Maroc et d'entreprises marocaines pour l'après-Covid. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un environnement qui est très lié à la conjoncture, mais on sera regardant sur la résilience des entreprises et des États à se relever et à prendre les mesures nécessaires pour sortir de cette crise mondiale. Est-ce que, on parle généralement quand il y a risque, il y a profit aussi important. Est-ce que cela aujourd'hui est une réalité ou au contraire, vous avez parlé de confiance, si cette confiance n'est pas rétablie, on est un peu plus frileux à prendre des risques et à investir? En fait, aujourd'hui, même si le risque il va être plus accru que d'habitude,
on est dans une conjoncture qui est un peu différente par rapport à la crise financière de 2008-2009. Premièrement, on est sur un environnement qui est liquide par rapport à la crise financière, donc les bailleurs de fonds sont là, donc il y aura de l'argent, donc il y aura une redistribution des investissements. Et deuxièmement, le coût du risque, risque d'être, bien sûr, il va être tarifé dans la dette qui sera levée pour les entreprises et pour les États. Aujourd'hui, en fait, les paramètres favorables, c'est qu'on est sur un environnement qui est liquide, on est sur une conjoncture qui est internationale et la résilience va être très très importante. Donc, on va dire par rapport à la crise financière de 2008-2009, où l'impact du risque pays ou la dégradation du note aurait eu un impact direct sur les États ou sur les entreprises, là on est sur un scénario qui va être atténué par l'environnement qui est plus liquide des donneurs d'ordre. Très bien. Et des bailleurs de fonds. Selon toujours la CNUSED, le rapport que j'ai cité tout à l'heure, le rebond des IDE, des investissements directs étrangers, est prévu dans 2 ans. Mais cela reste tributaire de la restructuration des chaînes de valeur mondiales. Pour le cas du Maroc, Média Alifi, quels sont les investissements nécessaires pour bien se positionner de manière intelligente? C'est-à-dire aujourd'hui, avec cette conjoncture de crise Covid, on a observé qu'il y a un certain nombre de secteurs qui étaient stratégiques pour les États sur lesquels il va y avoir un repositionnement. Le Maroc a clairement une place à prendre en termes de chaîne de valeur mondiale. Je ne pense pas en fait qu'on aura une forte réduction de manière générale de la dépendance des pays asiatiques, de la Chine, mais le Maroc aura une forte carte à jouer par rapport à la diversification des fournisseurs étrangers, notamment les donneurs d'ordre européens. Je parle de nos partenaires habituels, l'Espagne, l'Italie, France, etc. Donc, aujourd'hui, le Maroc a une carte à jouer en termes de diversification sectorielle et en termes aussi de compétitivité. C'est très important aussi par rapport à nos partenaires économiques. Et on va dire le Maroc sera vraiment un fournisseur de premier choix pour les pays européens par rapport à cette conjoncture actuelle. En tout cas, c'est un challenge assez difficile à relever, mais nous comptons sur justement nos valeurs et sur toutes ces forces vives pour réussir ce challenge. Merci beaucoup en tout cas, Média Alifi, directeur général de la COFAS Maroc, d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur cette importance des notations souveraines. Merci beaucoup. Okay. Et nous passons à présent à la seconde partie de Questions Éco. Le Maroc a donc officiellement signé l'appel à l'action pour le renforcement de l'autonomisation économique des femmes, une initiative lancée par les États-Unis et qui vise à libérer le potentiel des femmes et accroître leur participation dans la vie économique. C'est un papier de Alain Benani. Accorder aux femmes plus d'indépendance et davantage d'émancipation économique, et ce à travers la formation des compétences. Tels sont les objectifs de la coalition internationale pour le renforcement de l'autonomisation économique des femmes, signée par une trentaine de pays, dont le Maroc. As a member of the core group of this initiative, en tant que membre du groupe porteur de cette initiative, je tiens à réitérer l'entière adhésion de mon pays à son esprit. Je suis convaincu que cet appel à l'action contribuera à amplifier la promotion des droits des femmes, leur prospérité et leur contribution à la paix et la stabilité dans le monde. Nous sommes convaincus qu'investir dans l'égalité des genres n'est pas une option. Il s'agit de la seule façon de réaliser un développement durable. Au Maroc, la participation des femmes dans l'activité économique est encore jugée faible. D'après le HCP, leur taux d'activité n'est que de 20,8% au deuxième trimestre 2020. Le phénomène du chômage touche les femmes plus que les hommes, avec des taux de chômage respectifs de 13,5% et de 7,8%. Enfin, le HCP révèle que l'agriculture concentre une grande partie de l'emploi féminin, avec une part de 46,9%. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Casablanca l'entrepreneur et président de l'association iAfrica Women, également membre du réseau des experts du World Economic Forum sur les questions liées au genre dans la région MENA. Bonsoir Khadija Janati Idrissi et bienvenue. Khadija Ihsan, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et auditrices.
Alors, le Maroc, membre de cette coalition donc internationale pour le renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Sur le terrain, Khadija Janati Idrissi, comment cette adhésion devrait se traduire ? Alors, cette adhésion, pour moi, n'est pas une grande nouveauté. Ça vient dans la continuité des efforts entrepris par notre pays durant les 25 dernières années pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder à l'autonomisation économique. Et quand on parle d'autonomisation économique, c'est accéder au marché de l'emploi et évoluer surtout et avoir une pérennité dans cette autonomisation économique. L'adhésion à cette coalition, qui est effectivement lancée par 30 autres pays à côté du Maroc, s'est fixée comme objectif majeur l'encouragement des pays à promouvoir l'autonomisation économique des femmes pour éliminer les obstacles juridiques à la participation des femmes dans la vie économique de manière générale. C'est clairement une opportunité d'action coordonnée pour s'assurer notamment que les femmes sont habilitées à conduire la réponse mondiale au Covid-19. Rappelons que cette pandémie a causé une grande crise économique. Les femmes font partie des populations les plus touchées par les effets de cette crise économique, occupant essentiellement ou ayant une surreprésentation dans les secteurs les plus touchés par la crise. Vous avez cité le secteur de l'agriculture dans lequel les femmes sont surreprésentées, plus de 50% dans ce secteur, mais il y a aussi le secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel elles représentent plus de 54% et le commerce en gros et en détail dans lequel elles représentent plus de 43%. Est-ce que, justement, parce que c'est intéressant que vous souleviez cela, donc on parle de, j'ai pas envie de dire d'emploi qui soit précaire parce qu'il n'est pas censé l'être, mais selon vous, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question de discrimination positive, c'est-à-dire que juste pour avoir une représentativité de la femme dans le marché de l'emploi, eh bien, on donne certains jobs aux femmes parce qu'ils collent plus au genre féminin finalement? En fait, ce que vous êtes en train de dire, Khadija, c'est tout à fait, c'est la vraie image de ce qui se passe aujourd'hui. Les emplois qui sont occupés par les femmes ne sont pas forcément, n'ont pas été définis sur la base d'une réflexion ou sur la base de choix. C'est un résultat naturel qui s'est opéré et donc les femmes se sont retrouvées dans ces secteurs d'activité. Malheureusement, la surreprésentation des femmes dans un secteur ou un autre fragilise encore plus leur autonomie financière parce qu'elles sont les plus touchées dès qu'il y a une crise. Il y a aussi le fait que, vous savez, près de 80% des femmes ne bénéficient pas de couverture médicale dans le cadre de leur travail. Elles sont en majorité, elles travaillent en majorité dans le secteur informel et ce qui fait que même cela impacte leur situation économique de façon générale. Alors, pour l'experte que vous êtes, donc là, nous venons de dresser un bilan, bien sûr, très concis, mais selon l'experte que vous êtes, si on devait justement revoir ce modèle marocain de l'autonomisation économique des femmes, quelles en seraient les bases et quelles sont surtout les priorités par lesquelles on devrait commencer? Alors, il faut dire que, bien sûr, sur les 25 dernières années, le Maroc a initié plusieurs chantiers en faveur de l'égalité homme-femme de façon générale dans l'autonomisation économique des femmes. Il y a eu aussi le plan gouvernemental IKRAM décliné en deux axes, donc IKRAM 1 pour la sauvegarde des droits et de la dignité et la promotion des libertés et de l'égalité, et puis le IKRAM 2 qui était focalisé ou qui est toujours focalisé beaucoup plus sur l'intégration économique des femmes et leur autonomisation. Donc c'est un plan quinquennal 2016-2021. Il y a eu des résultats que nous avons pu toucher et voir, mais nous sommes très loin des ambitions des femmes marocaines, mais aussi des ambitions de la nation, de notre pays, pour pouvoir permettre aux femmes
de réaliser leur plein potentiel. Nous avons bien entendu sur la partie, disons, légale, il y a eu la ratification de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Il y a eu l'institutionnalisation de l'égalité homme-femme dans la Constitution de 2011, et puis toutes les réformes que nous connaissons et dont on parle, avec un accès particulier sur la scolarisation des jeunes filles, la formation et l'accès à l'éducation sont un élément essentiel pour pouvoir accompagner ou faciliter cette autonomisation économique. Si nous devions, à mon sens, citer trois axes majeurs qui devraient effectivement constituer les priorités du Maroc dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes, ce serait d'abord l'éducation et la formation. Ensuite, l'accès aux opportunités économiques. Les femmes aujourd'hui ont encore des difficultés à accéder aux opportunités économiques. Cela passe nécessairement au début par une discrimination positive. Quand je dis discrimination positive, en parlant de l'accès au marché, nous avons souvent parlé dans le cadre de différentes institutions d'instauration de quotas pour l'octroi des marchés publics, par exemple, à des entreprises féminines. Nous avons aussi parlé de favoriser la constitution de consortiums entre entreprises féminines pour pouvoir accéder à des marchés plus grands. Nous savons malheureusement que la grande majorité des entreprises féminines ne dépassent jamais le seuil de 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires et n'emploient en général pas plus que 5 personnes. Et le troisième axe serait la garantie d'un environnement propice et durable pour l'autonomisation économique des femmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les acquis en termes d'autonomisation économique peuvent très rapidement disparaître au gré des gouvernements et au gré, disons, du temps. Et donc, ce ne sont réellement pas des acquis, mais ce sont des points que les femmes arrivent à marquer de façon conjoncturelle grâce aux grands efforts des associations et des militantes et militants pour les droits des femmes, mais qui ont besoin d'une réelle volonté politique au-delà de toute orientation partisane pour pouvoir durer dans le temps et devenir de vrais acquis. Alors, outre le fait que la représentativité, bien sûr, des femmes au Parlement, par exemple, reste très faible, malgré justement ces quotas et cette discrimination positive. Et il y a un point très intéressant que vous avez soulevé, Khadija Janetti Idrissi, par rapport à cette alternance de gouvernement et donc du coup de politique publique en faveur de l'autonomisation économique des femmes. Selon vous, ces politiques-là, ou même l'actuelle, est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'un contrat à long terme, quel que soit le gouvernement, quel que soit bien sûr, en dépassant cet aspect partisan de politique, pour la femme, pour l'autonomisation, pour une meilleure inclusion de la femme dans notre économie? En effet, nous avons longtemps parlé de certains, ce qui était considéré comme des secteurs souverains. Et bien aujourd'hui, la cause féminine et l'autonomisation économique des femmes doit être une cause souveraine qui dépasse toute orientation politique ou tout programme gouvernemental. D'ailleurs, un pas géant a été fait dans ce sens avec dans la Constitution de 2011, avec l'institutionnalisation de la création d'une entité en charge de la parité et de l'égalité homme-femme qui peine encore à être opérationnel et à apporter ou porter les objectifs qui lui ont été assignés, mais totalement, il s'agit ici d'une question nationale et d'un sujet qui est capable d'accompagner les différentes stratégies gouvernementales pour faire évoluer l'économie et la société marocaine. Avoir les femmes qui constituent la moitié de la population nationale participer comme elles le souhaitent et selon leurs compétences à l'évolution de l'économie ne peut apporter que de la valeur ajoutée et ne peut accompagner que l'évolution économique de notre pays. Vous avez effectivement cité peut-être la présence des femmes dans les sphères politiques, mais si l'on revient au dernier rapport du FMI qui date de 2020, il y a quelques mois, il classe le Maroc en 143e position sur 153 pays en matière de réduction des écarts entre les hommes et les femmes dans les différents domaines, notamment économie, éducation, santé et politique. C'est dire que
toutes les initiatives que notre pays peut lancer, que les différents gouvernements peuvent lancer, si elles ne sont pas inscrites parmi les priorités nationales, si elles ne sont pas conduites de façon continue, elles ne peuvent pas réaliser réellement l'objectif d'égalité homme-femme auquel nous aspirons toutes et tous. Pour terminer, pour conclure, Khadija Janati Idrissi, vous avez parlé de la participation de la femme et je voudrais terminer avec vous par rapport à ce rôle aussi de la femme, l'approche participative pour mettre en place ces politiques publiques. Alors, j'ai un avis très mitigé sur cela, de dire c'est le rôle des femmes. Alors, les femmes ont porté cette cause de façon naturelle et spontanée durant toutes les dernières années, mais les réalités veulent qu'aujourd'hui, le pays est géré majoritairement par des hommes et donc, quelle que soit la voix des femmes pour pouvoir porter leur cause et la défendre, si cette cause n'est pas appropriée également par des hommes, nous aurons du mal à l'instaurer. Donc si aujourd'hui j'ai un appel à lancer à partir de cette émission, c'est de dire que la réalisation de cette cause n'est pas la responsabilité des femmes. Les femmes doivent militer pour l'avoir et pour convaincre qu'elles sont prêtes à assumer les rôles qui correspondent à leurs ambitions, mais c'est à l'ensemble de la société, notamment les hommes, de comprendre cela et de contribuer à la réalisation de ces objectifs. C'est une cause nationale et quand on parle de cause nationale, il s'agit réellement de la prospérité de tout le pays avec l'ensemble de ses composantes. Pour les femmes et par les femmes et des hommes. Merci beaucoup Khadija Janati Idrissi, présidente de l'association iAfrica Women, d'avoir répondu à nos questions et questions de Média TV. Merci. Merci à vous Khadija. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous.